Le joueur d'échecs, Stefan Zweig. Puis il se redressa et poursuivit. Voilà, jusqu'ici j'espère que mon récit a été assez clair. Je ne sais malheureusement si la suite pourra l'être autant, car ma nouvelle occupation demandait une telle tension d'esprit qu'elle rendait tout contrôle sur moi-même impossible. Je vous ai déjà dit qu'à mon avis vouloir jouer aux échecs contre soi-même est déjà une idée absurde. Mais j'aurais eu peut-être une chance minime de m'en sortir si je m'étais trouvé devant un véritable échiquier qui m'eût permis en quelque sorte de prendre une certaine distance, de projeter les choses dans l'espace. Devant un vrai échiquier, avec de vraies pièces à déplacer, on peut donner un rythme à ses réflexions, se transporter physiquement d'un côté de la table à l'autre, et considérer ainsi la situation tantôt d'un point de vue des Noirs, tantôt de celui des Blancs. Mais contraint que j'étais de livrer des combats contre moi-même, ou si vous préférez contre un moi que je projetais dans un espace imaginaire, il fallait que je me représente mentalement et que je retienne les positions successives des pièces, les possibilités ultérieures de chacun des partenaires, et, si absurde que cela paraisse, que je vois toujours distinctement en esprit 2 ou 3, non plutôt 6, 8, 12 positions différentes, afin de calculer 4 ou 5 coups d'avance pour les blancs et les noirs que j'étais seul à représenter. Pour ce jeu mené dans un espace abstrait, imaginaire, pardonnez-moi de vous entraîner dans ces aberrations, mon cerveau se partageait, si je puis dire, en cerveau blanc et cerveau noir, pour y combiner à l'avance les 4 ou 5 coups qu'exigeait, dans les deux camps, la tactique. Et le plus dangereux de cette expérience absurde n'était pas encore cette division de ma pensée à l'intérieur de moi-même, mais le fait que tout se passait en imagination. Je risquais ainsi de perdre pied brusquement et de glisser dans l'abîme. Lorsqu'auparavant, les semaines précédentes, je refaisais les parties célèbres du manuel, je n'exécutais qu'une copie, pure répétition d'un modèle donné, et l'exercice ne demandait pas plus de force que la mémorisation d'une pièce de vers ou d'un paragraphe du code. C'était une activité limitée, disciplinée, une gymnastique mentale remarquable. 2 parties le matin, 2 l'après-midi, je m'acquittais de cette sorte de pensum sans aucune excitation. Elle me tenait lieu d'occupation normale, et si je me trompais, si j'hésitais au cours d'une partie, le traité me prêtait son appui. Si cette activité m'avait été salutaire et plutôt apaisante, c'est que je n'y étais pas moi-même en jeu. Il m'était indifférent que la victoire revint aux Noirs plutôt qu'aux Blancs. C'était l'affaire d'Algechin ou de Bogol-Bogo qui briguait l'honneur d'être champion, et le plaisir que j'éprouvais par l'intelligence et la sensibilité était celui du spectateur, du connaisseur qui apprécie les péripéties du combat et sa beauté. Dès le moment où je cherchais à jouer contre moi-même, je me mis inconsciemment au défi. Le noir que j'étais rivalisait avec le blanc que j'étais aussi, et chacun d'eux devenait avide et impatient en voulant gagner. La pensée de ce que je ferais en jouant avec les blancs me donnait la fièvre quand je jouais avec les noirs. Un des deux adversaires qui était en moi triomphait et s'irritait à la fois quand l'autre commettait une erreur ou manquait d'astuce. Tout cela paraît dépourvu de sens, et le serait en effet s'il s'agissait d'un homme normal vivant dans des conditions normales. Quelle histoire inimaginable qu'une schizophrénie aussi artificielle. Quel inconcevable dédoublement de la personnalité. Mais n'oubliez pas que j'avais été violemment arraché à mon cadre habituel, que j'étais un captif innocent, tourmenté avec raffinement depuis des mois par la solitude. Un homme en qui la colère s'était accumulée sans qu'il pût la décharger sur rien ni sur personne. Aucune diversion ne s'offrant, excepté ce jeu absurde contre moi-même, ma rage et mon désir de vengeance s'y déversèrent furieusement. Il y avait un homme en moi qui voulait à tout prix avoir raison, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à cet autre moi contre qui je jouais. Aussi ces parties d'échecs me causaient-elles une excitation presque maniaque. Au début, j'étais encore capable de jouer avec calme et réflexion. Je faisais une pause entre les parties pour me détendre un peu. Mais bientôt, mes nerfs irrités ne me laissèrent plus de répit. À peine avais-je joué avec les blancs que les noirs se dressaient devant moi frémissants. À peine une partie était-elle finie qu'une moitié de moi-même recommençait à défier l'autre, car je portais toujours en moi un vaincu qui réclamait sa vengeance. Jamais je ne pourrais dire, même à peu près, combien de parties j'ai joué ainsi, pendant les derniers mois dans ma cellule, poussé par mon insatiable égarement, peut-être 1000, peut-être davantage. J'étais possédé, et je ne pouvais m'en défendre.
Du matin au soir, je ne voyais que pion, tour, roi et fou. Je n'avais en tête que A, B et C, que mat et roc. Tout mon être, toute ma sensibilité se concentrait sur les cases d'un échiquier imaginaire. La joie que j'avais à jouer était devenue un désir violent, le désir, une contrainte, une manie, une fureur frénétique qui envahissait mes jours et mes nuits. Je ne pensais plus qu'échecs, problèmes d'échecs, déplacement des pièces. Souvent, m'éveillant le front en sueur, je m'apercevais que j'avais continué à jouer en dormant. Si des figures humaines paraissaient dans mes rêves, elles se mouvaient uniquement à la manière de la tour, du cavalier, du fou. À l'audience aussi, je ne parvenais plus à me concentrer sur ce qui engageait ma responsabilité. J'ai l'impression de m'être exprimé assez obscurément les dernières fois où je comparus, car les juges se jetaient des regards étonnés. En réalité, tandis qu'ils menaient leur enquête et leur délibération, je n'attendais dans ma passion avide que le moment d'être reconduit dans ma cellule pour y reprendre mon jeu de fou. Une autre partie et encore une. Toute interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile, jusqu'au quart d'heure pendant lequel le gardien balayait ma chambre, jusqu'aux 2 minutes qu'il lui fallait pour m'apporter à manger. Parfois mon repas était encore intact le soir dans son écuelle, car j'en oubliais de manger. Je n'avais qu'une soif effroyable, due sans doute à ce jeu fébrile et à ces perpétuelles réflexions. Je vidai ma bouteille d'un trait et suppliai le gardien de me rapporter de l'eau, mais l'instant d'après ma bouche était déjà sèche. Pour finir, mon excitation atteignit un degré tel en jouant que je faisais absolument rien d'autre du matin au soir, que je ne pouvais plus rester assis 1 minute arpentant ma chambre sans arrêt en réfléchissant à mes parties, toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait. La passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur. Je tremblais d'impatience, car l'un des 2 adversaires que j'abritais était toujours trop lent au gré de l'autre. Ils se harcelaient, et si ridicule que cela vous paraisse peut-être, je me houspillais moi-même. Plus vite, allons, allons, quand la riposte n'était pas assez prompte. Je sais aujourd'hui, bien entendu, que cet état d'esprit était déjà tout à fait pathologique. Je ne lui trouve pas d'autre nom que celui d'intoxication par le jeu d'échecs, qui n'est pas encore dans le vocabulaire médical. Cette monomanie finit par m'empoisonner le corps autant que l'esprit. Je maigris, mon sommeil devient agité, intermittent. Au réveil, mes paupières étaient de plomb, je les ouvrais à grand-peine. J'étais devenu si faible, mes mains tremblaient tellement que je ne portais plus un verre à mes lèvres qu'au prix d'un gros effort. Mais sitôt une partie commençait, j'étais galvanisé par une force sauvage. J'allais et venais, les poings fermés, et j'entendais souvent, comme à travers un brouillard rougeâtre, ma propre voix me crier sur un ton rauque et méchant, échec ou mat. Je ne puis moi-même vous dire comment dans cet état affreux, indescriptible, se produisit la crise. Je sais seulement que je me réveillai un beau matin d'une autre manière que d'habitude. Mon corps était comme délivré de moi-même. Il se prélassait mollement, étendu dans un agréable confort. Une bonne grosse fatigue, telle que je n'en avais pas connue depuis des mois, appesantissait mes paupières, me donnant un si grand sentiment de bien-être que je ne pus me décider à ouvrir les yeux tout de suite. Pendant quelques minutes, je demeurai ainsi, jouissant de ma torpeur, de la tiédeur de mon lit, avec une voluptueuse langueur. Tout à coup, il me sembla entendre des voix, derrière moi, des voix humaines, chaudes et vivantes, qui prononçaient des mots tranquilles. Et vous ne pouvez vous imaginer mon ravissement, à moi, qui n'avais, depuis presque 1 an, rien entendu d'autre que les dures et méchantes paroles de mes juges. « Tu rêves, me dis-je, tu rêves. Surtout n'ouvre pas les yeux, prolonge ton rêve, plutôt que de voir encore cette cellule maudite, la chaise, la cuvette, la table et l'éternel dessin du papier au mur. Tu rêves, continue à rêver. » Mais la curiosité l'emporta. Lentement, prudemment, j'ouvris les yeux. Ô merveille, je me trouvais dans une autre chambre. Une chambre plus spacieuse que ma cellule de l'hôtel. La lumière entrait librement par une fenêtre sans barreaux. Au-delà, je voyais des arbres verts où courait le vent, au lieu de mon sinistre mur coupe-feu. Les parois de la chambre étaient blanches et brillantes, blanc aussi le plafond qui s'élevait au-dessus de moi. Oui, vraiment, j'étais dans un autre lit, un lit que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un rêve. Des voix humaines parlaient doucement derrière moi. Ma découverte dut m'agiter violemment tant j'étais stupéfait, car j'entendis des pas s'approcher aussitôt. Une femme venait vers moi, la démarche légère, une femme qui portait une coiffe blanche, une infirmière. Je frissonnai ravi, je n'avais pas vu de femme depuis 1 an.
Sans doute regardai-je cette gracieuse apparition avec des yeux extasiés et brûlants, car elle me dit avec force et douceur « Restez tranquille, bien tranquille ». Je n'écoutais que le son de sa voix. N'était-ce pas celle d'une créature humaine? Il y avait donc encore sur la terre des gens qui n'étaient pas des juges, des tortionnaires, il y avait, ô miracle, cette femme à la voix moelleuse et chaude, presque tendre. Je fixai avidement la bouche qui venait de me parler avec bonté, car cette année infernale m'avait fait oublier que la bonté peut exister entre les hommes. Elle me sourit, oui, elle souriait, il y avait donc encore des gens qui souriaient en ce monde. Puis elle mit un doigt sur ses lèvres et s'éloigna sans un bruit. Mais comment eussé-je pu obéir? Je n'avais pas encore rassasié mes yeux de ce prodige. Je fis au contraire des efforts énergiques pour m'asseoir dans mon lit et pour la suivre des yeux, pour contempler encore cette créature miraculeuse et bienveillante. Je voulais m'aider de mes mains, je n'y parvins pas. Ce qui était la droite avait disparu tout entier jusqu'au poignet dans une sorte de gros paquet bizarre, blanc, un pansement apparemment. Je le considérai d'abord ahuri, puis je commençai lentement à comprendre où j'étais et à réfléchir à ce qui pouvait bien m'être arrivé. On m'avait blessé sans doute, ou bien je m'étais blessé moi-même à la main, et je me trouvais dans un hôpital.